En août 2017, David Patterson fonce en voiture sur une pizzeria de Seine-et-Marne. Il tue Angela Yakov, 13 ans, et blesse 13 autres clients du restaurant. Il explique que c'était la seule solution, car il était pourchassé par la mafia. Ouvrons ensemble la code B du dossier d'instruction de David Patterson. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Le 14 août 2017, la famille Yakov s'installe à la terrasse de la pizzeria Cesena à Sept-Sort en Seine-et-Marne. Ils ont longtemps hésité entre cet Italien et le Chinois d'à côté. À 20h10, une BMW grise fonce sur la pizzeria. La voiture emporte la terrasse bondée de clients et elle vient s'encastrer dans le restaurant. Personnes sont blessées. La petite Angela Yakov, 13 ans, est tuée. La presse s'emballe. Un an après l'attentat du camion bélier sur la promenade des Anglais à Nice, tout le monde imagine une nouvelle attaque terroriste. Le conducteur de la voiture a été interpellé. Les gendarmes cherchent à savoir si d'une part il s'agit d'un acte intentionnel et si oui, quelles sont les motivations de l'auteur. À ce stade, il est trop tôt pour le savoir. Les enquêteurs vont forcément chercher à savoir si cet homme était connu des services de renseignement. Le conducteur de la BMW est sain et sauf. Il s'appelle David Patterson. C'est un agent de sécurité de 32 ans. Et en garde à vue, il explique pourquoi il a foncé dans la pizzeria. Et c'est sidérant. Bon, Patterson, vous n'êtes pas un grand truand. Vous êtes un peu comme nous. Vous faites dans la sécurité. Qu'est-ce qui vous a pris de foncer dans cette pizzeria? Je n'ai pas réfléchi. J'ai réalisé quand j'ai vu un homme sur le capot de la voiture. Mais en partant de chez moi, je savais que j'allais faire du mal. Mais je voulais pas tuer. Je voulais mourir. Je voulais échapper aux gens qui m'en veulent. Je voulais en finir. Je voulais me suicider. Mais qui t'en veut? Tout le monde. Des gitans, la mafia. Il y a un élément qui, moi, m'a beaucoup marqué dans ce dossier. François Mazon, avocat de la famille Yakov. C'est que je crois que c'est un des officiers de police judiciaire qui l'entend en garde à vue. Donc là, on est au milieu de la nuit. Ça a eu lieu à 20h11. Il doit être placé en garde à vue vers 23h, quelque chose comme ça. Et qui dit qu'une chose qui l'a beaucoup surpris, c'est que en le conduisant vers la pièce dans laquelle il a été entendu, il s'arrête devant une pièce qui est ouverte dans laquelle une télévision est allumée et passe en boucle des images sur ce qui vient de se passer. Plusieurs blessés, il est complètement déboussolé. Il y a une voiture bélier qui est rentrée dans le restaurant avec beaucoup de blessés. Il est rentré à l'intérieur de la voiture. Et il regarde ça, il est un peu fasciné par ça. Tout ça sont des éléments qui, de mon point de vue, caractérisent quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, qui était lucide et dont le discernement, de mon point de vue, était parfaitement normal. Pour commencer, la piste terroriste pour le moment écartée en Seine-et-Marne après qu'une voiture ait bel et bien foncé dans une pizzeria hier soir après 20h. Il tenait des propos très confus lors de sa garde à vue, probablement à cause de ces médicaments qu'il avait pris juste avant. Il a dit avoir tenté de se suicider dimanche. Il voulait tout simplement repasser à l'acte. La piste de l'attaque à caractère terroriste est donc pour le moment écartée, d'autant que l'homme n'était pas connu des services de renseignement.
garde à vue, David Patterson est examiné par un psychiatre. Le médecin conclut que son discernement n'était pas aboli ni altéré au moment où il est passé à l'acte. Son interrogatoire se poursuit donc. Ce matin, la mère, Betty, a accepté de témoigner sur Europe 1 au micro de Pierre de Cossette pour raconter cette vie qui bascule en quelques secondes. On a entendu les grincements des pneus. Je me suis retournée. J'ai vu ce véhicule foncer sur nous. J'ai pas eu le temps de réagir. J'ai juste senti le coup dans le dos et j'étais à terre. J'ai mis quelques secondes à reprendre mon souffle. Et là, je regarde autour de moi. La première personne que j'ai vue, c'était ma fille, qui était juste à la droite de la voiture, sur le ventre. J'ai senti qu'elle était partie. Je l'ai supplié de revenir. Je lui ai dit « Angela, nous laisse pas, reviens ». Il avait le sourire aux lèvres. Il était satisfait de ce qu'il avait accompli. Je peux pas oublier ce visage satisfait. Il n'y a pas d'excuse pour ce qu'il a fait. Il a tué notre fille. Le sourire traduit pour elle la volonté de tuer, la volonté de faire mal. Mais faire mal, quand on projette une voiture qui fait 1,5 tonne à peu près, à environ 80 km/h, dans une pizzeria dans laquelle il y a à peu près 60 personnes qui sont en train de dîner, et avec le sentiment, me dit-elle, que sa table à elle est visée. Je ne suis pas du tout certain qu'il faille interpréter l'expression de son visage comme un sourire. Maître Éric Plouvier, avocat de David Patterson. Un sourire de quoi ? Un sourire de fou, peut-être. Un sourire de quelqu'un qui a eu un choc violent dans une vitrine, peut-être. Mais dire qu'il a souri comme quelqu'un qui sourit de la satisfaction de l'acte qu'il a accompli, c'est un contresens. Pendant sa garde à vue, à l'occasion d'un temps de repos, David Patterson s'automutile. Il balance sa tête contre les murs de sa cellule. Il s'arrache 6 dents et il hurle « Je suis un fou! Internez-moi » Un individu au profil plutôt troublant qui doit être présenté d'ailleurs à un juge ce matin après 48 heures de garde à vue. Une garde à vue qui n'a pas permis aux enquêteurs d'y voir plus clair. Éric de Valroger, le procureur de la République adjoint de Meaux, ne cachait pas sa perplexité hier après-midi. Les auditions s'avèrent très compliquées. L'intéressé tient des propos incohérents. Il nous déclare avoir consommé une quantité importante de médicaments la veille des faits. Il explique qu'il envisageait de se suicider et puis dans un deuxième temps, il explique que finalement c'était pour dormir. Il apparaît un véritable délire de persécution. L'intéressé indique qu'il se sent suivi. Précisément les déclarations de Patterson, on sent que ça va pas très bien dans son esprit. Ce que je dis, c'est que le psychiatre est passé à côté du diagnostic. David Patterson était dans la croyance cauchemardesque, dans la croyance extrêmement douloureuse d'être persécuté. Les signes cliniques sont multiples. C'est par exemple lire une bande dessinée et penser que la petite voiture rouge qu'on voit dans une bande dessinée est celle qui nous suit lorsqu'on est au volant d'un véhicule. Par exemple, de penser que lorsque votre codétenu partage du poulet avec vous, l'os qui est dans le poulet est destiné à vous tuer. Si vous arrivez à vous imaginer dans un cauchemar, eh ben vous êtes dans la peau de Patterson, mais qui n'est pas en train de dormir, mais qui est éveillé. C'est-à-dire que toute la réalité est transformée par la maladie en éléments hostiles. Il n'a pas visé ou vu cette pizzeria, il regardait son rétroviseur avec les êtres qui lui en voulaient et qui le poursuivaient, et sa seule obsession, c'était de s'échapper de cette souffrance et de ce délire. Donc Patterson est dans un cauchemar
éveillé et il cherche à s'en sortir. Le juge d'instruction met David Patterson en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. En prison, il est expertisé par 3 collèges d'experts. Ils sont unanimes. L'agent de sécurité est atteint d'un délire de type paranoïaque. Il dit avoir agi sur un coup de tête et ne pas avoir véritablement anticipé les conséquences de son geste. Pour nous, psychiatres, c'est indiscutablement un acte pathologique. Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre. C'est donc un contexte délirant, un délire de surveillance, un sujet épié, qui se sent pourchassé, qui se sent traqué dans ses plus intimes pensées. Il imputait cette surveillance à la mafia ou aux gens du voyage qui cherchaient à le faire passer pour un pervers ou pour un pédophile. Donc ça, c'est son vécu. Alors, il était amateur de vitesse, donc il loue une BMW parce qu'il aime les belles voitures. Et cette voiture elle-même va être incluse dans le délire, puisqu'elle est supposée avoir été piratée. Donc, y compris dans cette voiture, il n'était plus vraiment en sécurité. En détention, pour soigner son délire paranoïaque, David Patterson est shooté aux médicaments. Son avocat, maître Éric Plouvier, ne le reconnaît pas. Donc il est dans une sorte de camisole chimique, hein, avec une voix pâteuse, avec un regard fuyant, avec un être abîmé par la maladie et abîmé par le traitement, mais qui en tout cas ne passe plus à l'acte. David Patterson est un tout petit bateau fragile qui se laisse porter. Il n'a pas la capacité même de comprendre qu'il peut sortir ou peut être déclaré irresponsable ou partiellement responsable ou puni d'une peine plus petite. Il se laisse porter dans la maladie qui est la sienne avec une sorte de fatalisme et la considération que peut-être il sortira jamais, il sera oublié de sa famille, de ses proches, de son père, et qu'il séchera en prison jusqu'à la mort. Il est dans une sorte d'indifférence d'un malade, conscient d'avoir causé du tort à autrui. Il est dans une sorte d'abandon de la maladie entre 4 murs. Code B23. Expertise psychiatrique des docteurs Casanova et Ferrandi. David Patterson est un homme de 33 ans, de présentation correcte, cheveux ras et barbe rasée. Il présente une absence de dentition à la mâchoire supérieure. Auprès des 2 experts, il sera tranquillement assis sur sa chaise. Il aura un comportement adapté et le ton de la réponse ne sera pas agressif. Néanmoins, en fonction des thèmes abordés, David Patterson fera des réponses sur un mode buté et répétitif qui démontre une forme de rigidité mentale. Il se produit ce qui se produit à chaque fois, c'est-à-dire que on sait pas qu'on va être expert, on lit les journaux et comme toujours, il y a un écart considérable entre les représentations qu'on a pu avoir avant et celle qu'on ressent en face de la personne quand on est amené à l'expertiser. Mais ça, c'est vrai pour lui, mais c'est vrai tout le temps. On est en face d'un jeune homme qui n'est pas du tout réticent à répondre aux questions, qui le fait dans la mesure de ses capacités. C'est un garçon immature, c'est un garçon fragile, qui a perdu sa mère en bas âge. Code B45. Expertise psychiatrique des docteurs Coutenceau et Jean-François. La mère de David Patterson est décédée d'un cancer quand il avait 4 ans. Il dit avoir souffert d'une absence d'amour maternel, mais il n'en dira pas plus. Il affirme que son père lui préférait sa sœur. Il apporte également des précisions sur les compagnes de son père.
Ma première belle-mère était alcoolique, agressive. Elle tapait mon père et avec ma sœur, c'était conflictuel. Avec ma deuxième belle-mère, ça n'était pas facile non plus. Expertise psychiatrique des docteurs Dubec et Zaguré. L'examen psychiatrique fait apparaître de nombreux traumatismes psychologiques, des antécédents d'appétence pour l'alcool et le cannabis, mais également une agression sexuelle arrivée de l'ordre du passage à l'acte psychiatrique d'un délirant. Elle appelle le père, elle cherche à faire une démarche constructive avec le père pour l'amener à l'hôpital et elle ne le fait pas. Un mois avant de foncer sur la pizzeria avec sa voiture, David Patterson se retrouve seul. Sa copine vient de le quitter. Cette séparation est un déclic. L'agent de sécurité stoppe sa consommation de cannabis. Pour les experts psychiatres, ce sevrage brutal, non accompagné par des professionnels, l'a complètement perturbé. Il s'était lui-même sevré, j'allais dire sauvagement, c'est-à-dire sans aide médicale, d'une intoxication cannabique chronique très ancienne, puisque ça commençait à l'âge de 12 ans, ça s'est amplifié à l'âge de 16 ans. Donc le cannabis, il y a deux façons pour qu'il produise des effets. D'une part, en consommer, d'autre part, cesser d'en consommer. Et c'est fréquent que des sujets soient hospitalisés après une tentative d'interruption sauvage. Le sevrage lui-même peut induire l'amplification de tel état délirant. Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de Code B dans un deuxième podcast déjà disponible sur votre plateforme. David Patterson est mis en examen pour assassinat. Cela veut dire que les deux juges d'instruction pensent que David Patterson avait décidé de foncer sur la pizzeria, décidé de tuer des gens. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Je vois d'abord un homme qui a anticipé cette action. François Mazot, avocat de la famille Yakov. Il loue 3 jours avant une très grosse BMW récente qui fait 1,5 tonne. Il n'a aucune raison de louer cette voiture pour faire des courses, puisqu'à un moment il a prétendu que c'était le cas. On a cherché à faire de cette location d'un véhicule BMW une sorte de matérialisation d'un désir criminel. Maître Éric Plouvier, avocat de David Patterson. Mais ça marche pas, puisqu'on sait que Patterson aimait les voitures et avait des habitudes de location qui ne rencontrent pas donc le désir criminel, mais des habitudes de vie par rapport à des véhicules. Le jour même où il loue, il va repérer les lieux, c'est-à-dire qu'il fait un tour autour de cette pizzeria. On sait qu'il va dire ensuite après qu'il savait que cette pizzeria, sa terrasse n'était pas protégée. On voit un moment quand il est arrêté à un feu, grâce notamment aux caméras de vidéosurveillance, qu'il fixe la pizzeria et pour ensuite ne pas y aller directement et faire ce grand détour. Donc tous ces éléments mis bout à bout démontrent la volonté prévue à l'avance de tuer. Il ne voit pas sur la terrasse des gens en train de manger des pizzas. Il regarde pas devant lui. Il est même pas acquis qu'il a vu que c'était une pizzeria plutôt que la Tour Eiffel ou un mur. Il est obsédé par son rétroviseur et les gens qui le poursuivent. Il est dans un cauchemar. Donc il ne veut pas tuer, il veut pas faire du mal aux gens. Il veut se sauver d'une souffrance extrême qui est celle d'un malade. La seule chose qui était sa préoccupation, obsédante pour lui, c'était de sortir de son délire paranoïaque. Comme on cherche à sortir, chacun, d'un cauchemar. C'était sa logique, une logique de folie, une logique difficile à comprendre, mais c'était la sienne.
Code P27. Expertise psychiatrique des docteurs Casanova et Ferrandi. Pour Monsieur Patterson, il s'agit d'une altération du discernement en lien avec un vécu persécutif délirant. Mais il n'est pas possible de conclure à une abolition car les faits ne s'inscrivent pas dans un mécanisme d'automatisme mental. David Patterson voulait échapper à un poursuivant. Son discernement a donc été altéré. Ce que David Patterson nous a dit, c'est ce que nous disent des centaines de sujets qu'on reçoit à l'hôpital. Pour nous, psychiatres, c'est la dimension pathologique ne fait strictement aucun doute. Tous les psychiatres ont tous non seulement diagnostiqué cette maladie, cette psychose avec ce délire paranoïaque, mais tous ont considéré que sa liberté, sa conscience était entravée par cette maladie. Tous. Et cela entraîne, c'est pas automatique, c'est une décision de la justice, en principe une diminution de la peine. Mais malheureusement, l'expérience montre que la folie fait peur. Et la folie faisant peur, les juges professionnels, même les juges professionnels et les jurés, pensent que le meilleur moyen d'éviter cette peur, ayant refusé de plonger dans l'irrationnel, c'est de condamner plus lourdement. La cour d'assises de Seine-et-Marne vient de le condamner à la peine maximale. Oui, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans en raison de l'exceptionnelle dangerosité de l'accusé, selon les mots du président de la cour d'assises. L'accusé qui n'a eu aucune réaction à l'énoncé de ce verdict. Dans la salle, un homme portant un t-shirt à l'effigie d'Angela, l'adolescente décédée, lève le poing. La mère de la victime, elle, a fondu en larmes. Pendant le procès, le conducteur a toujours dit qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer. La préméditation a pourtant bien été retenue par les jurés, ce qu'a salué François Mazon, l'avocat des parents de l'adolescente décédée. Il n'a pas assumé ses responsabilités. Et de ce point de vue-là, ce fameux sentiment de culpabilité que toutes les victimes ont exprimé, je pense qu'avec un verdict de ce niveau-là, on a clairement montré qui était coupable. Et c'est pas eux. On est, dans des cas comme celui de David Patterson, face à un mur judiciaire où il n'existe aucune fenêtre pour faire entendre la raison et entendre que on doit soigner l'individu qui est face à soi, parce que c'est un archaïsme judiciaire terrible et terrifiant de penser que nos institutions ne peuvent pas digérer des cas comme celui de Patterson et rendre justice, c'est-à-dire en considérant qu'une personne a affaire avec des médecins, mais pas affaire avec la violence de l'incarcération. Quelqu'un et d'être quelqu'un en faisant on peut être quelqu'un en battant un record de vitesse à la voile, on peut être quelqu'un en créant une société qui réussit, enfin on peut être quelqu'un de plein de façons. Là c'est la pire des façons. Il s'est toujours défendu de ça et à l'audience en particulier, mais je garde l'idée que ça peut être une des raisons pour lesquelles il a commis ça, parce que encore une fois en dehors de ça on voit pas très très bien quel est le rationnel derrière une telle action. J'étais perdu. J'avais perdu la raison. J'étais devenu fou. Aujourd'hui en prison, j'ai des médicaments, alors j'arrive mieux à réaliser ce que j'ai fait. Mais comprendre, c'était impossible. J'ai pas d'explication. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'observateur extérieur, ça peut être une énigme. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour le sujet lui-même, c'est dans une grande mesure une énigme. Il a lui-même ce sentiment d'étrangeté par rapport à ce qu'il a commis. En première instance, David Patterson est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il fait appel, et 1 an plus tard, il est rejugé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne. Mesdames et messieurs, la cour, faites entrer l'accusé.
qu'on est en plein confinement, c'est très particulier. François Mazon, avocat de la famille Yakov. On a tous des masques. Et David Patterson a un masque. Et c'est là où on se rend compte qu'un masque, on voit pas la personne. Monsieur Patterson, nous avons échangé avec les jurés et nous aimerions toutes et tous que vous montriez votre visage. Pouvez-vous retirer votre masque quelques instants, s'il vous plaît? Non? J'ai pas envie. J'ai pas envie parce que j'ai plus de dents en haut. Et puis voilà, je veux pas qu'on... Finalement, il va le faire. Et pour la première fois, on va vraiment voir son visage. Quand on voit le portrait de David Patterson un peu avant les faits et le David Patterson aujourd'hui, il est physiquement complètement déformé. Maître Éric Plouvier, avocat de David Patterson. Il est méconnaissable. Il avait une apparence de 20 ou 30 ans de plus qu'il n'a. Donc le phénomène du vieillissement a été probablement accru par l'isolement, par la chimie, et un être quasiment inintelligible, un peu dans la raison, plus qu'avant sans doute, mais dans cette fragilité qui était très apparente. C'est un homme qui a plutôt la tendance à regarder le sol que à regarder les personnes qui sont dans la salle, et en particulier les victimes. C'est un homme qui fuit les questions directes, en tous les cas ne reconnaissant pas l'aspect prémédité de son geste. Quand vous louez cette BMW, c'est dans quel but? Aucun. J'aime les bagnoles, donc je me fais plaisir. D'accord, mais dans ce cas, le soir des faits, pourquoi faites-vous plusieurs demi-tours devant la pizzeria avant de projeter le véhicule? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais fou, je voulais pas tuer. Je suis pas certain que son regard sur les faits soit un regard lucide. J'ai l'impression que il n'arrive pas à se resituer au jour des faits, à son passage à l'acte. J'ai l'impression que il est toujours dans une certaine confusion et avec son souci même de bien faire, puisque à la cour d'assises, il a essayé le plus sincèrement du monde d'essayer d'expliquer son comportement. Mais c'est très compliqué d'essayer de rationaliser un comportement irrationnel. Europe Midi. Patrick Cohen. Voilà 2 semaines que la cour d'assises de Seine-et-Marne tente de comprendre les motivations de David Patterson, ce vigile de 36 ans jugé pour l'assassinat d'une jeune fille de 13 ans. En août 2017, il avait lancé sa voiture sur la terrasse d'un restaurant. Ce matin, l'interrogatoire de l'accusé a enfin débuté, Justin Morin. Oui, et l'accusé s'est cantonné à une réponse répétée à chaque fois qu'il a été mis en difficulté. J'ai été diagnostiqué paranoïaque. J'étais dans le flou, c'est le mot. J'étais dans la détresse. L'accusé parle d'une voix grave mais chevrotante, les mains tremblantes. Il suit un traitement psychiatrique lourd et ça se sent dans ses réponses fluctuantes. À un moment, son avocat l'a même coupé. Soyez direct, allez-y. Son client poursuit la tête baissée. Oui, j'ai foncé dans la pizzeria. Volontairement, précise le président. Oui. Il avoue que c'est un miracle s'il n'y a pas eu plus de morts, mais après avoir dit cela, il explique qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer, que ça n'était pas prémédité. Toujours ce flou, sa paranoïa pour se justifier. À chaque fois, la salle réagit, des chuchotements, des têtes qui se baissent, lassées, celle de la mère de l'adolescente décédée, de son frère, mais pas celle de son père. Il ne quitte pas des yeux celui qui est accusé d'avoir tué sa fille. Lui, il a aucune émotion, vraiment aucune émotion. Et quand il essaye d'en avoir, c'est extrêmement vain, c'est pas naturel du tout. C'est très étonnant. Il est ce qu'il est. C'est une stratégie qui probablement il a choisie, qui est une stratégie où il se défile. Il ne reconnaît pas sa responsabilité. La seule explication et tentative de circonstances atténuantes qu'il essaye de définir, c'est que il était devenu fou. Il entendait des voix.
fois, c'est quelqu'un qui a compris, peut-être en lisant le code de procédure pénale ou le code pénal, ou peut-être en échangeant avec ses avocats, que l'altération du discernement, c'est très bien. Et le fait qu'il n'y ait pas de préméditation, c'est très bien. Formé à l'avance. Je pense qu'il n'y a pas un millième de citoyens français qui connaissent cette formule juridique très précise. Quand on dit ça, c'est qu'on a lu l'article du code pénal et qu'on essaye, encore une fois, de démontrer qu'il n'y a pas de préméditation. Donc on est dans quelqu'un qui est un calculateur. Il a compris qu'il avait tout intérêt à ce que l'altération soit reconnue parce que ça diminuait la peine encourue. Maître Mazon, vous avez la parole pour les parties civiles. La seule fois où j'ai vu Sacha, le père, pleurer, c'est quand le médecin légiste a décrit les conséquences du choc subi par sa fille, avec des termes extrêmement durs à entendre, qui montraient l'extrême violence du choc. Une voiture d'une tonne 5 à 80 kg. Criminel à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. C'était Au-delà de raconte, version Code B, tous les vendredis et tous les samedis à 14h sur Europe 1 et en podcast dès 6h du matin, comme toutes les histoires que je vous raconte. Rédaction en chef Guillaume Maury, enquête aujourd'hui de Vincent Deby, réalisation Mathieu Frette.